Les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir de nouveau à Paris le président Volodymyr Zelensky. Merci, cher Volodymyr, d'être là. Et à travers vous, c'est à toute la nation ukrainienne que la France adresse un message d'amitié et de soutien qui est clair et sans ambiguïté. Nous sommes et nous resterons résolument aux côtés de l'Ukraine. Il en va de l'intérêt du continent européen et de notre sécurité. Depuis plus de 3 ans, l'Ukraine mène un combat qui dépasse ses seules frontières. C'est le combat de la liberté contre l'oppression, du droit contre la brutalité. Nous avons en effet changé d'ère et l'agressivité de la Russie ne constitue pas qu'un défi à l'ordre global et à la stabilité du monde. Elle impacte aussi très directement notre sécurité en Europe. Bienvenue sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Paris ce 26 mars 2025 pour rencontrer Emmanuel Macron. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes entre l'Ukraine et la Russie. Quels ont été les enjeux de cette rencontre et quelles décisions ont été prises? Décryptage. Une aide militaire renforcée. À l'issue de l'entretien entre Zelensky et Macron, la France a annoncé une nouvelle aide militaire de 2 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Ce soutien supplémentaire vise à renforcer la défense ukrainienne face aux offensives russes. Un appel au cessez-le-feu Emmanuel Macron a également exhorté la Russie à accepter un cessez-le-feu immédiat de 30 jours, sans conditions préalables. Une proposition qui, pour l'instant, reste sans réponse du Kremlin, le maintien des sanctions contre la Russie. De son côté, Zelensky a insisté sur le maintien des sanctions internationales contre Moscou. Selon lui, seule la pression économique et militaire pourra contraindre la Russie à revoir sa position. Une prise de parole médiatique forte. En parallèle de cette visite, France 2 a diffusé une émission spéciale « Zelensky parle à l'Europe ». Cet entretien, organisé avec plusieurs médias publics européens, visait à mobiliser l'opinion publique et les dirigeants européens en faveur de l'Ukraine, à la veille d'un sommet sur la paix et la sécurité prévu à Paris. Cette visite de Zelensky en France marque une étape clé dans la stratégie diplomatique et militaire de l'Ukraine. Reste à voir si ces annonces auront un impact réel sur le terrain. La question d'un cessez-le-feu et du soutien international demeure plus que jamais au cœur du débat. Vous êtes ici, Monsieur le Président, à Paris pour assister à un sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine. 31 nations sont présentes. Mais peut-être un mot d'abord, Monsieur le Président, avant de débuter cette interview, sur votre présence en France, aux côtés de ce qu'il convient désormais d'appeler la coalition des bonnes volontés. Je vous remercie de votre invitation. Bonsoir tout le monde, bonsoir la France. Tout d'abord, je voudrais remercier le président Macron pour son invitation. Nous avons eu aujourd'hui une rencontre bilatérale préparatoire très importante pour le sommet de demain. Vous avez parfaitement raison, il y aura plus de 30 amis et partenaires de l'Ukraine et ce soutien quotidien est très important pour nous. Nous avons discuté avec Emmanuel aujourd'hui de notre programme bilatéral de soutien de l'Ukraine aujourd'hui, de l'Ukraine de demain. Nous avons parlé des garanties de sécurité. Nous allons discuter de ces garanties de sécurité de nouveau après l'établissement d'une paix stable. Nous y croyons. Tout notre pays est fier de nos partenaires et est fier également de notre armée. Nous nous battons tous pour notre indépendance, mais nous voulons la paix et nous espérons que la rencontre de demain nous y approchera. Et nous allons revenir naturellement sur ces sujets, en particulier sur les garanties de sécurité. Vous vous exprimez ce soir dans plus de 50 pays en Eurovision, dans le monde entier, grâce à l'Union des télévisions publiques européennes. Les langues officielles de l'UER sont le français et l'anglais. Ce soir, pour vous interroger à mes côtés, Jessie Welmer de l'ARD, Jeremy Bowen pour BBC News et Joachim Clementi pour l'Estonian Public Broadcasting. Une toute première question pour commencer, Monsieur le Président. Des négociations ont débuté à Riyad. Vous avez accepté, avec la Russie, de cesser les hostilités en mer Noire. Est-ce que vous considérez
que ces discussions vont dans le bon sens et peut-être plus précisément, est-ce que c'est un bon accord pour l'Ukraine ? Je vous remercie. Je remercie tous les pays qui nous soutiennent. Il est très important qu'aujourd'hui nous puissions discuter et que la voix de l'Ukraine soit entendue et que tout le monde comprenne la position de l'Ukraine. C'est très important pour nous. Je remercie tous les chaînes et tous les pays qui informent leur pays quant au soutien de l'Ukraine et quant à la vérité de ce qui se passe, comment nous nous battons pour notre liberté. En ce qui concerne les pourparlers en Arabie Saoudite, nous n'avons pas eu de pourparlers avec la Russie, nous avons eu des pourparlers avec les États-Unis. Donc je le précise juste, non pas que nous ayons peur de la Russie, je pense que c'est la Russie qui a peur de dialogue ou de pourparlers. Nous avons discuté avec les États-Unis et en parallèle, les États-Unis ont discuté avec les Russes. Voilà comment c'était dans le cadre. Nous sommes mis d'accord avec les Américains et je tiens à souligner non pas seulement de cessez-le-feu, de silence en mer, mais de cessez-le-feu en mer, du fait qu'il n'y aura pas d'attaque non seulement contre les navires civils, mais aussi, ce qui est très important, qu'il n'y aurait pas de frappe contre les structures et les infrastructures civiles. Je veux dire par là les infrastructures portuaires, il y a beaucoup de personnes qui y travaillent, etc. Ensuite, nous sommes mis d'accord sur la cessation des frappes contre l'énergie, les structures énergétiques. C'est notre agenda qu'il n'y aura pas de frappe des drones et des frappes à longue distance en Ukraine sur les infrastructures énergétiques en Ukraine et que l'Ukraine s'engageait à ne pas frapper les infrastructures russes énergétiques. Ensuite, il y avait un autre moment qui a disparu de la vision, puisque c'était notre point numéro 1, c'est l'échange de nos et le retour de nos enfants que les Russes ont volés, ont enlevés, et nous étions mis d'accord sur le fait que les États-Unis nous aideraient à aider au retour de nos prisonniers civils et militaires. Voilà comment a été notre agenda. Je considère que c'est un bon agenda. Tout ce qui nous rapproche de la cessation de feu nous rapproche de la paix, ça diminue nos pertes. Nous voulions bien évidemment un silence inconditionnel, mais la Russie n'a pas voulu de cessez-le-feu inconditionnel et avance de nouvelles conditions. Je peux en discuter et en parler beaucoup. Arrêtez-moi, n'hésitez pas. On va en parler. Joachim. Good evening, Mr. President. Can I ask you, what's the situation on the ground actually like? Is there any sort of ceasefire in effect right now? Are the Russians limiting their attacks in any way? Does Ukraine consider this ceasefire to be active? Considère-t-elle que le cessez-le-feu est en cours, qu'il est actif? Je pense que c'est très complexe la situation avec le monitoring, car les équipes techniques pour l'instant n'ont pas établi comment le faire. Je ne veux pas vous mentir, cette nuit, il n'y a pas eu d'attaque sur les infrastructures énergétiques, mais il y a eu des attaques sur des infrastructures civiles. C'est une tragédie, incontestablement, que les Russes continuent à attaquer et qu'il y ait plus de 100 drones. Mais nous devons être honnêtes. Il n'y a pas eu de frappe, en tout cas cette nuit, il n'y a pas eu de frappe sur les infrastructures énergétiques, alors que l'Ukraine n'a pas répondu non plus sur les infrastructures énergétiques russes. Est-ce un hasard ou c'est logique? Personne ne croit les Russes. On ne sait pas si ça va être constant. On ne peut pas les croire. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait s'entendre pour empêcher les frappes contre les infrastructures civiles, puisque c'est plus facile à surveiller. Mais on verra comment ça va se poursuivre. Bien sûr, il est important de savoir qui va faire le monitoring, qui prend cette responsabilité. Nous attendons cette décision de la part des États-Unis. Monsieur le Président, vous concédez tout le temps des concessions, du moins depuis quelques semaines. Poutine ne fait qu'en poser davantage sur la table. Alors êtes-vous pris au piège? Je vous remercie.
était important pour nous de débloquer l'aide américaine. Il est important d'avoir cet échange de renseignements. Nous n'avons pas parlé des détails avec les Américains, mais nous avons accepté le cessez-le-feu inconditionnel. Nous avons dit aux Américains que vous verrez, les Russes ne l'accepteraient pas, car ils vont avancer des conditions et les conditions plus publiques des Russes, puisque ce n'est pas partie de nos discussions avec la partie américaine. Par conséquent, nous ne considérons aucune des conditions qu'ils avancent. Non seulement ils nous ont agressés, mais en plus ils posent des conditions. C'est tout à fait dans leur style. La réunion était terminée, il y avait une décision officielle et ensuite les Russes ont avancé leur compte rendu et nous y sommes déjà habitués. C'est la raison pour laquelle nous sommes très prudents. Nous sommes venus avec 4 questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous avons discuté de ces 4 questions, des détails de ces questions et nous ne sommes pas sortis de ce cadre pour l'instant. Mais l'aide a été débloquée et il me semble que c'est important. Probablement, tout le monde ne comprend pas ce que c'est le renseignement. Je veux vous le dire très brièvement. Sans les renseignements américains, nous ne contrôlons pas la sortie des missiles croisières qui partent de la Fédération de Russie et qui frappent nos concitoyens. La balistique, 90-100% frappait les infrastructures civiles, énergétiques, les écoles, les universités, les églises. Vous le savez, ce sont des dizaines de milliers de missiles et nous ne pouvions pas voir à quel moment donner un signal à la population de descendre dans les abris, puisque nous n'avons jamais eu d'accès à ces renseignements. Ce sont nos partenaires qui nous les transmettaient. C'est là-dessus que je me battais depuis le début de la guerre en demandant un accès direct. Ça aurait été plus rapide, nous n'avions pas, mais nous sommes reconnaissants, ça a été débloqué et c'est le succès de notre équipe. Monsieur le Président, je comprends à quel point vous avez besoin de renseignements américains, mais si on revient aux conditions posées par le Kremlin pour le cessez-le-feu dans la mer Noire, en particulier l'assouplissement des sanctions. Votre ministre des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'il était contre l'assouplissement des sanctions, car c'est une tromperie de la part de la Russie. Sur l'assouplissement, est-ce que c'est la fin du cessez-le-feu? Est-ce que vous attendez que les Russes bougent d'abord avant d'agir vous-même? Je vous remercie pour votre question. Tout d'abord, tout le monde doit comprendre que le feu dans la mer Noire est avant tout important pour les Russes. Cela fait longtemps qu'ils ne contrôlent plus le couloir dans la mer Noire. Nous y battons parce que pour nous, c'est un pas permettant de mettre fin à la guerre, mais c'est nous qui contrôlons la situation dans la mer Noire. Leur partie de la mer Noire donc, est soit au fond des mers, soit est cachée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité de la situation. Ils étaient prêts à cesser le feu sur les structures énergétiques à condition que c'était lié l'énergie et la mer Noire. Nous étions prêts à parler de cesser-le-feu totalité. Bon, nous sommes d'accord pour la mer Noire, mais ils veulent sauter dans le contrôle de couloir alimentaire. Ils n'y arriveront pas, nous sommes certains. Je suis d'accord avec... Pardon de vous interrompre, Monsieur le Président. La question, c'était les Russes posent un certain nombre de conditions. Comment peut-il y avoir des progrès dans ce cadre-là? Ils avancent des conditions quant aux sanctions à la partie américaine. Si les États-Unis restent sur leur position fermement et n'acceptent pas des conditions des Russes. Nous sommes pieds fermes sur notre terre. Nous la défendons. Nous avons montré notre résistance. Et maintenant, il est important que nos partenaires soient résistants au moins comme nous, bien que nos partenaires aient davantage de possibilités. Les Américains vont-ils rester forts? Je l'espère. Je l'espère, avec l'aide de Dieu. Mais nous verrons.
Parlons justement des Américains. Ce renversement d'alliance est très difficile à encaisser pour les Américains, pour les Européens. L'émissaire américain Steve Witkoff a estimé que Poutine, je cite, n'était pas un mauvais type et qu'il veut vraiment la paix. L'administration américaine répète parfois, comme l'a fait d'ailleurs Donald Trump dans le bureau ovale, des contre-vérités. Alors la question est la suivante. Est-ce que la Maison-Blanche, selon vous, a adopté la propagande du Kremlin ? Je considère que Witkoff, en effet, cite assez souvent le narratif du Kremlin. Je suis d'accord avec vous et je considère que cela ne nous rapproche pas de la paix. Je considère que malheureusement cela va affaiblir la pression des Américains sur la Fédération de Russie et nous ne pouvons qu'avec nos actions de rétablir ce champ d'information. Nous essayons de le faire. J'ai discuté avec le président Trump plus d'une fois. Et nous efforçons à ce qu'au niveau de nos renseignements, nous puissions échanger des informations réelles, véridiques, car les déclarations de Witkoff nous dérangent beaucoup, car nous nous battons contre Poutine et nous ne voulons pas qu'il ait des soutiens. Cela compliquera notre tâche. Déjà, nous nous battons contre le pays qui est 40 fois plus grand que le nôtre. Ce pays est moins uni que le nôtre, mais territorialement, il est beaucoup plus grand. C'est difficile pour nous et nous voudrions que les Américains, je l'ai toujours dit au président Trump, nous voulons que les Américains soient de notre côté. Et même si les États-Unis ont choisi aujourd'hui une tactique d'être au milieu, alors il faut rester au milieu et pas plus proche du Kremlin. Lorsqu'il dit, pardonnez-moi, lorsqu'il dit Poutine veut la paix, il se trompe. Les Américains se trompent. C'est ça que vous dites. Les Américains, dans leur majorité, nous ont toujours soutenus et je leur suis très reconnaissant. Nous avons eu un soutien bipartisan et je ne peux pas ne pas être reconnaissant à l'Amérique pour tout ce qu'elle a fait. Cependant, aujourd'hui, très souvent, je considère malheureusement, se trouve aujourd'hui sous l'influence du narratif russe et ne pourront pas accepter ce narratif. Mais nous nous battons pour nous et nous allons continuer à nous battre contre ce narratif d'où qu'il vienne. Nous n'avons pas d'autre choix, d'autre solution. Nous nous battons pour notre indépendance et pour notre existence. Nous ne pouvons ouvrir, de découvrir plus de vérité, de montrer par notre exemple que nous battons sur le champ de bataille, que nous ne sommes pas encerclés, comme ce que disait Witkoff, que les forces armées ukrainiennes étaient encerclées en Russie du côté du Kursk. C'est faux. C'était pour atténuer notre position que nous étions encerclés, etc. Non, nous nous y trouvons tant que ça nous compte pour nous, ça nous est important. Il n'y a pas de preuve de notre encerclement, il y a les preuves du contraire. Lorsque nous étions dans la région de Kursk, nous avons pris 1000 prisonniers russes et nous avons échangé contre nos militaires. Et c'est la vérité. Et maintenant, the United States under Donald Trump as an ally. Si l'on peut faire confiance he, for a brief period, he cut off military aid and intelligence support. You've said yourself a few minutes ago that he has been, that the Americans have been swallowing Russian narratives. Les Américains ont dit qu'ils reprennent la narrative russe. Mais est-ce que vous pouvez être sûr qu'ils auront toujours votre dos? Better friends are here and gathering here, and clearly they would not be gathering here if they trusted America. Vous savez, lorsque vous comptez les jours de cette guerre et le nombre de personnes que vous avez perdues et que vous le savez pour sûr, vous n'avez aucun sentiment
Quant à un pays ou un État, il n'y a qu'une approche pour savoir comment traverser dignement, comment survivre et comment vaincre ce criminel qui se trouve au Kremlin. Car en fin de compte, l'Ukraine va gagner et eux vont tout perdre, vous verrez. J'en suis persuadé. Tout le monde le verra. La question est, malheureusement, c'est une question de temps. Et lorsque les systèmes patriotes donnés par les États-Unis, et lorsque c'est eux qui produisent les obus, et lorsque l'Allemagne nous donnait aussi des armes sans, ce que les États-Unis disent OK, autorise à donner, les autres ne l'auraient pas fait. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est la protection de nos enfants et de nos civils. Et cela dépend de la position des Américains. Est-ce que le président va bloquer ou autoriser? Et par conséquent, je pense que vous devez nous comprendre. Nous croyons que les Américains seront nos partenaires fiables. Trump is reliable. On peut faire confiance à Trump. Aujourd'hui, il a débloqué l'aide et je voudrais croire que ce n'est pas un hasard et qu'il l'a fait parce qu'il comprend la menace qui pèse sur nous. And you gave him something. You gave him deals and you gave him concessions. Vous lui avez fait des concessions, des accords. Moi, qu'est-ce que nous avons donné? You agreed to an unconditional ceasefire when you said that there had to be security guarantees. You agreed to talk about the minerals agreement. Des garanties de sécurité, et c'est que quelques exemples. Nous parlons de cessez-le-feu. Comment dire? Pas parce que c'est une question de marchandage. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'il y a le Proche-Orient, le Moyen-Orient qui parlait dans différentes discussions que les Américains que les Russes sont prêts à mettre fin à la guerre, que c'est les Ukrainiens qui ne le veulent pas. Et donc la propagande russe a très fortement travaillé là-bas. Et donc par notre position, nous montrons que nous sommes prêts à un cessez-le-feu, mais Poutine n'y est pas prêt. Vous savez, nous avons eu plusieurs contacts avec le Moyen-Orient, avec les pays du Sud global, qui avant ne nous parlaient pas tellement parce qu'ils balançaient entre nous et les Russes, et à vrai dire, jouaient plutôt du côté russe pour des raisons des relations économiques. Donc je considère